Bien, bonjour à toutes et à tous pour cette première table ronde. Alors pour dire quelques mots d'introduction et de contexte, ce contexte est justement marqué depuis de nombreux mois et reste toujours marqué, en dépit des avancées récentes, par de fortes incertitudes sur l'issue des négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et dans ce contexte, le message que les autorités de supervision ont passé depuis de nombreux mois avec force et constance aux intermédiaires financiers peut se résumer par une formule simple. Préparez-vous à toutes les éventualités, y compris au pire. Le pire étant l'absence d'accord et donc de période transitoire de sortie du Royaume-Uni. Alors, sur le plan des services financiers, une telle sortie aurait pour effet immédiat la perte des droits de passeport pour les entités britanniques offrant des services transfrontaliers au sein de l'Union européenne, que ce soit sous forme de libre prestation de services ou via le libre établissement. Cette perte des droits de passeport rendant nécessaire la mise en œuvre de mesures de continuité pour la fourniture de nouveaux services et, dans certains cas, pour la poursuite des contrats existants. Alors, la question que l'on va se poser dans cette table ronde, notamment, c'est est-ce que ce message des superviseurs a été entendu ? La préparation des acteurs financiers pour pallier aux effets du Brexit répond-elle à leurs attentes ? Donc pour nous aider à apporter des éléments de réponse à ces questions, j'ai le plaisir et le privilège d'être entouré de représentants des principaux acteurs concernés qui vont pouvoir nous donner leur perspective sur la façon de répondre à ces questions. Alors, sur ma droite, Patrick Amis, qui est directeur général de la Direction générale supervision microprudentielle numéro 3 de la BCE et qui est notamment particulièrement en charge du dossier Brexit à la BCE. Bernard Delas, qu'on ne présente pas, qui est le vice-président de la CPR, qui va nous donner la vision de la CPR pour les établissements qui sont dans son champ de compétences, qui est très large, puisqu'il va des assurances aux établissements de paiement, en passant par les entreprises d'investissement et les banques. Sur ma droite, Nathalie Gay-Guggenheim, qui est entre autres responsable de la transformation réglementaire au sein du groupe HSBC et responsable du dossier Brexit, et qui donc va nous livrer sa perspective du point de vue du marché et d'un acteur d'importance systémique comme HSBC, et Xavier Parrain, secrétaire général adjoint à l'AMF, qui est en charge de la direction de la gestion d'actifs, un acteur également important. Alors pour lancer nos échanges et notre débat, je vais commencer par demander à chacun de nos panélistes de nous donner un peu leur vision sur la préparation des acteurs du secteur financier, les écarts qu'ils ont pu constater éventuellement par rapport à leurs attentes et les actions qui restent à mettre en œuvre en priorité. On va peut-être commencer par l'échelon européen et les secteurs bancaires, et je vais me tourner immédiatement vers Patrick Amis. Merci beaucoup, Denis. Bonjour à tous. Alors, s'agissant des attentes, pour commencer, les attentes du mécanisme de supervision unique sont pour l'essentiel, s'en tiennent à deux principes. Le premier principe, comme tu le mentionnais, Denis, c'est la nécessité pour les établissements d'être préparés à toute éventualité. Je pense que tout le monde peut être rassuré du projet d'accord qui a pu être obtenu récemment.
Mais la situation reste, comme l'actualité le démontre assez souvent, reste très évolutive, et donc il importe que les établissements soient prêts à toute éventualité et mesurent bien les risques qu'ils encourent en cas de hard Brexit. Je crois que ça, c'est vraiment le premier principe, et nous sommes évidemment extrêmement attachés à ce que les établissements aient une bonne préparation à cet égard. Le deuxième principe, c'est celui du refus des coquilles vides. Pour le dire simplement, et la déclinaison opérationnelle de ces principes a fait l'objet et fait toujours l'objet de discussions extensives avec les représentants des établissements, avec les établissements eux-mêmes, avec la place européenne. Vous pouvez en trouver la déclinaison définitive sur le site internet de la BCE dans sa version supervision. Il est publié sous l'onglet Brexit. On a même un onglet spécifique sur le sujet. Ces attentes comportent pour l'essentiel des éléments en matière de gouvernance effective des établissements établis sur le sol européen, des attentes en matière de gestion effective sur le sol européen des positions et des risques, ainsi qu'en matière d'accès aux principales infrastructures de marché, qui est un autre point qui est naturellement extrêmement important sur ce sujet. Il importe que les opérations qui sont menées sur le sol européen le soient sans recours excessif à la sous-traitance et à la délégation, ou à des pratiques de type back-to-back ou remote booking. Et par ailleurs, nous pensons que des solutions qui seraient fondées trop largement sur des succursales de pays tiers ne sont pas viables à moyen terme. Donc ça, c'est aussi l'un des sujets qui nous a beaucoup occupés ces derniers temps. Alors, deux points importants à souligner. Le premier, c'est que nous ne sommes pas dans une logique de fermeture des frontières européennes, ni d'isolement des entités européennes de leur groupe d'appartenance. Ce qui nous importe, c'est d'assurer la sécurité opérationnelle sur le long terme des opérations menées sur le territoire européen. Je crois que c'est vraiment ça le fondement de notre action. Et donc il importe pour ce faire que les établissements établis sur le sol européen puissent parer à toute éventualité dans tous les cas de figure. C'est d'ailleurs quelque chose qui rejoint des initiatives très similaires qui ont été prises il y a déjà plusieurs années par nos collègues américains et britanniques. Alors s'agissant maintenant du degré de préparation, je pense qu'on peut dire qu'on a eu une phase de démarrage assez lente avec les établissements. Chacun, il y avait peut-être parfois un peu de déni sur ce que pouvait représenter le Brexit. Chacun a pris la mesure progressivement des impacts. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que la plupart des établissements sont très fermement installés dans la mise en œuvre de leur plan de relocalisation. Mais on a, compte tenu d'un démarrage un peu tardif, on a aujourd'hui des marges de manœuvre qui sont extrêmement restreintes, et donc il conviendra de ne pas décaler dans les plans de relocalisation lors de la période de transition. Merci beaucoup. Alors, dans le domaine de la gestion en termes d'attente et de préparation, Xavier, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Côté AMF, en effet, ce qui nous importe, c'est en effet d'avoir un niveau de préparation assez élevé de l'ensemble des acteurs. Pour bien préciser les choses, quand je parle dans l'ensemble des acteurs, c'est autant les acteurs anglais qui font des services d'investissement en France ou de la gestion d'actifs en France, que les acteurs français dans leur niveau de préparation par rapport à leur relation avec l'Angleterre. Aujourd'hui, dans les deux sens, préparation des Anglais autant que préparation des Français, on a l'impression que le niveau d'études, d'analyse et de préparation est très très fort du côté des acteurs de grande taille. Et je rejoins plutôt les propos qui ont été tenus jusqu'à présent sur le fait que les grands établissements ont bien pris la mesure du Brexit dans les principaux points. Et après, il y a peut-être des sujets de détails et des petits points à peaufiner dans l'analyse fine. Là où, du côté AMF, on a beaucoup plus de vigilance, et sur les acteurs de petite taille
et de moyenne importance, où on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, l'étude n'a pas encore été complètement menée, voire pour certains, elle est vraiment naissante. Pour vous donner un exemple très concret, on reçoit encore au niveau de l'AMF des demandes de passeports sortants pour faire de la libre prestation de services en Angleterre aujourd'hui, fin novembre. Dans un cas de no deal, on peut dire que ce passeport pourrait ne pas durer très longtemps. Donc oui, il y a un niveau de préparation qui est très variable. Je pense qu'on a un effort collectif à faire pour analyser l'impact des différents scénarios de Brexit possibles sur l'ensemble des activités. Les grands impacts sont bien connus aujourd'hui des acteurs, par exemple en ce qui concerne la perte des passeports, notamment l'impact en termes de passeports de commercialisation de produits financiers. C'est important que ce premier sujet ait été pris à bras-le-corps par la place parce que l'impact de passeports de commercialisation, la perte des passeports de commercialisation est très importante pour la protection des investisseurs qui seraient détenteurs de produits financiers sans passeport. Évidemment, c'est un sujet qui nous importe beaucoup de façon à ce qu'il y ait une continuité du reporting, du conseil dans la durée fait aux investisseurs. Il faut que ce sujet soit traité par les établissements très tôt. Je pense que les grands établissements ont pris la mesure également des impacts du Brexit en ce qui concerne la relocalisation des forces commerciales. Quand on dit perte des passeports de commercialisation, il y a les passeports sur les produits, les passeports sur les acteurs. Donc on a déjà vu de très nombreuses demandes de gros acteurs sur la relocalisation de leurs forces commerciales dans les bons pays. La relocalisation en Europe continentale pour couvrir les clients européens et l'inverse pour couvrir les investisseurs anglais. Là où je pense qu'il y a encore un travail collectif à faire, c'est sur le travail de détail. Là encore, je pense qu'il n'y a pas de risque systémique lié à tous ces sujets en ce qui concerne le Brexit, mais on a encore des petites choses à travailler ensemble. Qu'il s'agisse par exemple de l'éligibilité de certains titres dans des portefeuilles en gestion d'actifs. Je rencontre encore beaucoup d'acteurs qui n'ont pas fait cette analyse. Est-ce qu'il y a des titres anglais qui demain ne seront plus éligibles? La réponse est oui. Il y a certainement des titres anglais qui ne seront plus éligibles. Évidemment, quand on parle du ratio PEA, c'est quelque chose qui est bien identifié, mais il y a d'autres sujets comme les titres de collectivités locales anglaises qui pourraient être des sujets importants pour certains acteurs. Donc une analyse fine à mener. Je crois aussi qu'il y a un dialogue à mener avec le Trésor français et notamment dans le cadre d'une ordonnance éventuelle liée à un hard Brexit, il est important que l'ensemble des mesures permettant à la place de Paris de bien gérer cette transition, donc l'ensemble des mesures au niveau législatif et réglementaire soient prises en temps et en heure de façon à ce qu'en effet ces sujets de détail, les sujets d'éligibilité, les sujets de droit des contrats puissent être gérés de la manière la plus souple possible pour l'ensemble des acteurs. Donc un niveau de préparation très inégal, c'est vraiment le message et en effet j'alerte l'ensemble des acteurs à très tôt, très vite, puisque maintenant le temps tourne, à continuer le dialogue avec les régulateurs. Et je pense que côté ACPR, autant que côté AMF, on continuera l'accompagnement de la place sur les sujets passeport, sur les sujets services d'investissement, pour que toutes les questions puissent être vraiment résolues très rapidement. Merci. La problématique sur le droit des contrats que vous soulevez, je pense, sera traitée de façon plus directe et approfondie dans la deuxième table ronde qui va nous succéder tout à l'heure. Je me tourne maintenant vers Bernard Delas. On voit, je dirais, d'un panorama d'ensemble européen, finalement, il y a une diversité dans le niveau de préparation qui semble être un peu une fonction de la taille. Ce n'est pas forcément une grande surprise. Alors, du point de vue de la CPR et compte tenu de la grande variété des acteurs qui sont dans la supervision, dans le champ de la supervision de la CPR, quelle vision en avons-nous? Oui, alors du point de vue
de la CPR, on peut essayer de faire un état des lieux. Enfin, il y a plus, nous communiquons depuis de nombreux mois déjà à tous les établissements, les différentes démarches qu'ils doivent accomplir pour se préparer à une hypothèse de no deal, hein, puisque évidemment le temps dont nous disposons serait plus grand s'il y avait une période transitoire. Alors pour essayer de donner un panorama un peu synthétique, je pense qu'il faut distinguer le cas de figure des établissements français qui ont une activité au Royaume-Uni. Et alors sur les établissements qui ont une activité au Royaume-Uni, on a d'une part des sociétés d'assurance. Les enjeux sont relativement faibles. 23 établissements français en assurance utilisent le passeport pour travailler au Royaume-Uni. Et pour eux, le sujet, c'est de faire les démarches nécessaires auprès des autorités britanniques pour bénéficier d'une période transitoire de 3 ans qui leur permettra de décider quelles sont les modalités de leur implantation à venir au Royaume-Uni. Dans le secteur de la banque, alors au sens le plus large du terme, hein, en incluant les entreprises d'investissement, les entreprises de monnaie électronique ou les établissements de paiement, on a un peu plus de 20 établissements qui ont une succursale au Royaume-Uni et puis 130 passeports européens. Et là encore, les sujets sont relativement bien maîtrisés. Les volumes sont faibles dans l'assurance comme dans la banque. Et le sujet que nous avons à traiter est plutôt dans le sens établissement du Royaume-Uni travaillant en France, hein, où là on a des enjeux plus élevés. Alors si je reprends les différents établissements, pour ce qui concerne les assureurs, il y a une 50aine d'établissements anglais qui travaillent sur le marché français. Sur ces 50 établissements, le volume d'activité représente 8 milliards de provisions mathématiques, presque 3 milliards d'euros de primes, ce qui est significatif, mais relativement faible eu égard à la taille du marché français. Pour fixer les idées, les provisions techniques sur le marché français atteignent près de 2500 milliards, donc 8 milliards sur 2500. Ça reste quand même un enjeu relativement limité. Et dans l'assurance, toujours, on peut dire que les établissements qui font le gros du volume sont prêts, hein. Alors il reste un sujet de préoccupation sur 3 d'entre eux qui, en cas de no deal, ne seraient probablement pas complètement prêts, notamment, et c'est le sujet qui sera, Denis Baud l'évoquait, qui sera traité dans la 2e table ronde, notamment en ce qui concerne la continuité des contrats, parce que ce sont des établissements qui ont un portefeuille d'activités en France. Ce sont souvent des risques de long terme, des risques de responsabilité civile médicale, d'assurance construction ou des grands risques de responsabilité. Et les contrats, même d'ailleurs lorsqu'ils n'ont pas été renouvelés, peuvent être des contrats qui seront sinistrés dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 4 ans. Et donc il y a une problématique de continuité des contrats. Différentes solutions ont été imaginées. La seule qui est une parade définitive et complète, c'est le transfert de ce portefeuille à une entité française. Alors une fois de plus, les gros établissements l'ont fait. Il reste que quelques petits établissements qui n'ont pas été encore jusqu'au bout du processus. Alors dans le secteur bancaire, là on a et toujours au sens large, avec les entreprises d'investissement et les établissements de paiement et de monnaie électronique, on a une très grande variété de situations. Il y a plus de 2700 passeports dans le sens Royaume-Uni vers le marché français. Sur ces 2700 passeports, la très grande majorité, 2100 je crois, sont des passeports pour des entreprises d'investissement. Et puis on a une centaine d'établissements de crédit et 400 établissements de monnaie électronique ou de paiement, hein. Voilà les chiffres globaux, mais qui recouvrent évidemment une réalité
extrêmement diversifiée, puisqu'on a de très gros établissements. Alors, je reprends ce qui a été dit jusqu'ici, qui, eux, sont à peu près prêts pour le cas de figure du no deal. Mais il y a également de très nombreux établissements, entreprises d'investissement qui sont de toute petite taille et dont nous ne savons même pas toujours si le passeport qui a été déclaré est actif. Et donc, pour certains de ces établissements de toute petite taille, la question va se poser de savoir s'ils doivent ou non se relocaliser, parce que c'est quelquefois, même économiquement, un enjeu qu'ils ne pourraient pas assumer. Donc là, tout dépend de la nature de leur activité et du choix d'entreprise qui va être réalisé pour des établissements qui font quelquefois 5, 10, 15 salariés au Royaume-Uni. Et là, il y a autant de cas de figure que d'entreprises d'investissement. Voilà très, très globalement à quoi ressemble le paysage. Alors, par rapport à nos attentes de superviseurs et ce que nous disons à tous les établissements qui se préparent au Brexit, mais ça a été dit aussi, on refuse naturellement les coquilles vides, pas d'optimisation réglementaire liée au Brexit. Nos exigences, c'est bien sûr que dans les équipes dirigeantes, une partie des dirigeants effectifs et les fonctions de contrôle soient bien localisées en France. Lorsqu'on parle d'assurance, il y a des questions de réassurance. Il ne faut pas, dans chaque cas particulier, vérifier que la réassurance n'est pas utilisée pour s'établir faussement sur le territoire français en renvoyant la totalité de l'activité sur un établissement britannique. Mais tout cela, ça ne peut s'apprécier qu'au cas par cas. Il faut examiner la nature des activités, l'ampleur des risques pris et puis la taille des établissements concernés. Donc on a beaucoup une question de proportionnalité à prendre en compte pour traiter les cas qui nous sont soumis. Merci beaucoup Bernard pour ce panorama. Alors je me tourne vers la représentante du marché d'un établissement d'importance systémique. Donc, comment voyez-vous le panorama général et que pouvez-vous nous dire sur votre état de préparation? Merci Denis. Alors, en fait, je voudrais vous donner un peu notre tour d'expérience au regard de 3 points. D'abord, la préparation du Brexit, c'est long et complexe. Et alors, je suis en train d'enfoncer une belle porte ouverte, mais c'est le premier projet sur lequel on a été amené à travailler, qui a mobilisé tous les métiers, toutes les fonctions dans un temps extrêmement bref, et avec qui plus est des équipes venant de cultures et de juridictions différentes, c'est-à-dire des environnements également législatifs et réglementaires différents. Donc, je me tourne vers nos superviseurs bien-aimés. Dans la proportionnalité, tenez-en également en compte, c'est un facteur de complexité et par conséquent de faire aboutir tout le monde dans le même sens dans un délai court, c'est effectivement une entreprise complexe. Le deuxième point que j'aimerais faire, c'est l'importance de la qualité du dialogue entre les établissements et ses superviseurs. Et là, vous allez me voir sourire, parce qu'effectivement, la qualité du dialogue à Paris, à Francfort, est excellente. Il y a un vrai challenge. Enfin, c'est pas toujours, ça se fait pas toujours dans la facilité et c'est souvent difficile, mais pour nous, pour les établissements, je pense que c'est indispensable d'avoir un dialogue fluide, constant, nourri, qui nous apporte de la clarté. Parce que ce dont les établissements ont besoin, c'est fondamentalement de clarté, également de sécurité juridique et évidemment aussi de level playing field. La clarté, quand on a géré un projet, c'est la clé. Voilà. Donc, d'où la qualité, l'importance de la qualité du dialogue. Donc, merci, messieurs les superviseurs et les régulateurs.
Le dernier point que j'aimerais mettre en avant, c'est il y a des choses qu'on fait et qui sont à notre main. C'est compliqué de faire des soumissions de modèles, c'est compliqué de faire les BRD et tous les développements IT. Il y a toujours des challenges autour de tout ça. C'est compliqué de revoir les plans de contrôle, de définir les organisations, les gouvernances, etc. Mais ça, c'est à notre main. En revanche, il y a deux sujets qui sont évidemment cruciaux dans le Brexit. C'est le facteur humain, c'est-à-dire les clients, d'une part, et les équipes. Et les clients, ce qu'on a pu voir, et ça reflète ce que vous dites sur la moindre préparation éventuellement des plus petits acteurs, c'est que pour beaucoup de nos clients, le Brexit n'était pas la priorité, jusqu'à très récemment. Quand le Brexit était leur priorité, la relation avec la banque n'était clairement pas la priorité. Ils avaient d'autres priorités, les brevets, la logistique, etc. Et puis, donc, ça les a amenés à réagir assez tard, voire pour certains, et on a encore une partie non nulle, qui n'ont pas arrêté leur plan, et que ce soit d'ailleurs des prestataires de services d'investissement, des entreprises financières ou des corporates. Donc ça, c'est un point évidemment crucial qui a trait évidemment aussi à la continuité des contrats. L'autre sujet sont les équipes, c'est-à-dire qu'on peut bien faire des développements d'infrastructures, demander des accès de marché, etc. C'est compliqué, c'est long. En revanche, briser en deux des équipes qui fonctionnent, demander de façon un peu pressante la relocalisation de personnes, c'est évidemment aussi très compliqué. Donc ça, il faut aussi en tenir compte, évidemment. Il faut que ça soit géré. On a beaucoup parlé la Commission a beaucoup mis en exergue le fait que les citoyens ne devaient pas en souffrir. Nos équipes, ce sont aussi des citoyens et on essaye, autant que faire se peut, que la transition soit la plus douce pour eux aussi. Merci beaucoup. Beaucoup de points, j'imagine. Il va y avoir quelques commentaires complémentaires. Peut-être un premier sujet sur la clarté des attentes des superviseurs. Je comprends. Dans le cadre d'un dialogue nourri, fluide. Peut-être je me tourne vers Patrick, puisqu'il y a eu un effort important qui a été fait par la BCE pour justement fournir le maximum de clarté. Tu veux décrire Oui, je crois que c'est un point effectivement très important. Il y a eu un effort extrêmement important de la part de l'autorité de supervision et des autorités de supervision, puisque c'est un effort qui est partagé avec les autorités nationales. Et donc nous avons mis en œuvre très rapidement un double effort de discussion, de dialogue avec les établissements, alors à la fois avec les organisations représentatives et à la fois au plan individuel avec énormément de réunions techniques avec les établissements pour à la fois passer des messages, bien comprendre les questions techniques qui se posaient à eux et pouvoir y répondre également. Et tout ceci s'est fait dans le cadre de cet autre effort qui était celui d'une harmonisation et d'une cohérence et d'une convergence des points de vue au sein des autorités de supervision en Europe. Et je crois que c'est en tout cas de supervision bancaire, et je suis particulièrement frappé de ce point de vue, de voir à quel point, lorsque nous mettons les sujets Brexit sur la table du Conseil de supervision de la BCE et du mécanisme de supervision unique, à quel point nous recevons un retour de la part des membres du Conseil, qui représentent très largement les autorités nationales, un retour extrêmement unanime et cohérent sur les positions en matière de Brexit. Donc je crois que c'est sur ce double effort que nous avons porté toute notre attention et je crois que ça nous a permis d'avancer en écoutant le plus possible les établissements. Parfois on n'est pas toujours d'accord, parfois on a imposé un certain nombre de choses naturellement, mais je crois que ça s'est fait dans des conditions effectivement de dialogue intensif. Le dialogue a été nourri, constructif finalement, peut-être du côté
des autorités de marché et sur la transparence des attentes Transparence des attentes et égalité de traitement, c'est vraiment ce qu'on a souhaité côté des autorités de marché, au point de mettre en place, il y a quelques mois maintenant, un comité au niveau de l'ESMA pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'arbitrage entre les différentes juridictions sur des points très importants pour les acteurs, comme la proportionnalité, la notion de substance. Quand on dit qu'on ne veut pas de coquilles vides, évidemment, c'est quelque chose qui est partagé par l'ensemble des régulateurs européens, l'ensemble des pays européens. Mais ça veut dire quoi, une coquille vide ou l'interdiction d'une coquille vide? Ça veut dire combien en termes de substance au minimum entre les différents pays? Donc, ce qui a été décidé au niveau de l'ESMA, c'est de mettre en place un comité, le SCN, Supervisory Convergence Network, pour regarder tous les projets de relocalisation proposés par les entités anglaises dans chacun des pays européens, et entre régulateurs en charge des autorisations, pouvoir challenger chacun des dossiers très concrets des autres pays. Donc ça nous a permis d'avoir une cohérence d'approche, une égalité de traitement, et de traiter en commun un certain nombre de sujets, comme je l'indiquais, la substance, la proportionnalité, la délégation, ou les sujets de mise à disposition de personnel, des sujets qui maintenant sont, au travers de ces exemples de dossiers individuels, quasiment au niveau d'une doctrine partagée entre régulateurs et qui permettent maintenant de stabiliser complètement les attentes des régulateurs sur les nouveaux dossiers, puisque en effet il y a déjà eu beaucoup de dossiers de relocalisation en Europe continentale sur autant les sociétés de gestion de portefeuille que les entreprises d'investissement, et on a un certain nombre de règles qui ont été partagées entre régulateurs. Donc le fait que l'ensemble des pays européens soient mis autour d'une table pour parler de ce genre de sujet, c'est un point pour moi qui doit énormément rassurer la place sur la qualité de traitement de l'ensemble des dossiers. Merci. Le Supervisory Board dans le domaine bancaire exerce aussi, c'est une de ses fonctions dans le cadre du Brexit, d'assurer cet échange, comme tu le soulignais. C'est une des modalités de l'échange et de l'homogénéisation des attentes et des interactions avec les acteurs sur ce sujet de transparence, d'égalité de traitement. Bernard, Peut-être un mot sur le sujet, mais beaucoup a déjà été dit. Je pense que les travaux qui ont été réalisés entre les superviseurs nationaux et les autorités européennes ont permis de fixer le cadre, et je crois qu'on peut dire qu'il y a peu d'écart entre les approches des différents superviseurs nationaux sur ce sujet. Après, par rapport à ce qui vient d'être dit, la problématique est plutôt liée à l'extrême diversité des établissements considérés, surtout en termes de taille, et donc aux modalités d'une adaptation de ces principes qui sont partagés par tous à des réalités économiques d'établissements qui seraient, en l'état actuel des choses, trop petits pour respecter l'intégralité de ce que nous attendons d'eux. Alors, il y a des questions d'appréciation qui relèvent du superviseur national, et notamment de crédibilité des business plans qui sont soumis et des évolutions qui sont envisagées par les établissements qui se relocalisent pour valider des programmes dans lesquels la montée en puissance de l'adaptation de l'établissement aux exigences du superviseur national pourra se faire. Merci beaucoup. Alors, on a parlé de l'attitude de l'action des superviseurs. Donc, une des dimensions importantes des plans de continuité, c'est la relocalisation d'une partie des ressources. Quels sont les critères qui rentrent en ligne de compte pour un établissement comme HSBC? Je pense que là encore, on a en gros 3 critères, mais le premier critère, c'est où sont nos clients. Et je pense que c'est un critère qui est assez universellement partagé.
on va essayer d'être au plus près de nos clients. Le deuxième critère, évidemment, c'est est-ce que vous avez déjà une infrastructure, des équipes sur place et où? Au sein d'HSBC, HSBC est présent dans une petite dizaine de pays en Europe. HSBC a fait le choix de la France. Il est clair qu'on avait une grande, forte infrastructure en France qui était déjà fortement intégrée également au regard de toutes les procédures groupes, les systèmes, etc. Donc, de ce point de vue-là, je dirais qu'HSBC France avait peut-être une longueur d'avance sur ses collègues européens. Et puis le troisième, évidemment, critère, je pense que tout le monde a en tête, c'est la qualité de l'écosystème. Donc, est-ce que le système juridique est sûr? Est-ce qu'il est ouvert? Quelle est la qualité de la supervision et de la régulation? Ça, évidemment, ça rentre. La qualité du dialogue fait évidemment partie des aspects qui sont pris en compte. Les pools d'expertise sont évidemment aussi un critère important. Mais je dirais que c'est un choix qui se fait sur ces trois aspects. Merci beaucoup. Alors, en termes de préparation à différentes éventualités, y compris un hard Brexit, donc évidemment on met le focus sur les établissements, les intermédiaires financiers. Je voudrais mettre quelques secondes le focus sur les superviseurs pour qu'ils nous disent un peu comment eux se sont préparés à toute éventualité, s'organisent pour nourrir, gérer ce dialogue qui est par construction intense, important, sensible, avec un nombre très important d'acteurs. Et on voit qu'il y a encore devant nous collectivement un effort important à fournir. Peut-être Bernard, dire comment la CPR a abordé ce sujet, est organisée. Écoutez, la CPR a d'abord très tôt communiqué sur le fait qu'elle serait à la fois rigoureuse dans l'application des principes qui ont largement été évoqués tout à l'heure, mais également ouverte au dialogue avec les établissements qui étaient candidats à la relocalisation sur le marché français. Et nous avons tout fait pour simplifier leur démarche, en reprenant des documents qui avaient déjà été soumis aux superviseurs britanniques, en mettant en face de chacun des candidats à la relocalisation en France un interlocuteur de la CPR parlant anglais et qui est leur référent au sein de la CPR. Et je dois dire que sur ce plan-là, les choses se sont bien passées et qu'il n'y a pas eu de difficultés dans la gestion des dossiers, sinon des difficultés liées au nombre de dossiers qui sont arrivés en même temps et puis aux candidats retardataires. Un certain nombre d'entre eux arrivent encore. Il y a une 50aine de dossiers qui sont en cours de traitement à la CPR et sur lesquels nous nous efforcerons d'être prêts pour le 30 mars. Donc c'est vrai que c'est un challenge pour les établissements, mais aussi pour le superviseur qui doit faire face à cet afflux de demandes supplémentaires sur une période très réduite. Du côté AMF, trois petits sujets peut-être sur comment on se prépare à tous ces sujets-là. Je pense qu'il y a eu une première série de préparation qui était être capable de répondre aux questions de doctrine, questions nouvelles, comme je l'indiquais, sur la proportionnalité par exemple. Donc ça, je crois que c'est plutôt derrière nous. Il y a eu un deuxième sujet et qui est toujours d'actualité, qui est d'adapter nos process. En effet, être capable de travailler sur l'ensemble des processus en anglais qui avaient déjà été créés par l'établissement, de façon à ne pas repartir de zéro sur un établissement qui était déjà agréé par la FCA. Mais adapter nos process, ça voulait dire aussi traiter des questions nouvelles en termes d'agrément que l'on n'avait pas forcément vues.
Souvent, on nous demande d'agréer très très vite un nouvel établissement. Dans le cas du Brexit, ce n'est pas forcément ce qu'on nous demandait. On nous demandait parfois de donner notre agrément pour le 1er septembre, parce que relocaliser des équipes, c'est plus facile à la rentrée des classes qu'à un autre moment de l'année. Donc des sujets parfois drôles, parfois un peu compliqués. Le dernier sujet qu'on a plutôt devant nous, en raison en effet du petit nombre de dossiers qui a été traité jusqu'à ce jour par rapport au potentiel de tous les dossiers de relocalisation, c'est être capable de gérer des flux. En effet, si malgré les nombreux dossiers de relocalisation qui sont déjà derrière nous au niveau européen et au niveau français en particulier, on peut penser qu'il pourrait y avoir encore beaucoup de dossiers à traiter, beaucoup d'établissements qui pourraient faire des choix de relocalisation de leur activité. Donc, côté AMF, l'enjeu, c'est être capable d'avoir suffisamment de personnes. Et pour être clair, on est en train de traiter ce trimestre 2 fois plus de dossiers d'agrément que lors des trimestres passés en moyenne. Donc ça s'accélère. Est-ce que ça va encore plus s'accélérer en 2019 ? Ça, c'est un des challenges pour l'AMF. Au niveau de la BCE, quelques mots sur l'organisation. Oui, trois points pour l'essentiel. Le premier, c'est que nous avons créé très rapidement une structure projet dédiée au Brexit au niveau de la BCE, avec pour l'essentiel 3 groupes de travail. Un premier concentré sur les établissements entrants, un autre sur les établissements sortants et le dernier sur les questions de principe ou de réglementation qui pouvaient se poser. Et donc dans ce cadre, nous avons recruté pour faire face à l'afflux temporaire de demandes d'autorisation, et donc on a ce qu'on appelle des case handlers pour chaque établissement qui est concerné par les procédures de la BCE. Et ces recrutements temporaires iront par la suite nourrir les équipes conjointes de supervision lorsque les établissements seront effectivement relocalisés, pour aussi conserver la connaissance du dossier. Je crois que c'est très important dans une phase de transition. Et puis ces équipes, naturellement, s'attachent à bien comprendre les problématiques propres aux établissements, à bien expliquer les attentes des autorités de supervision, elles sont nombreuses, et à analyser dans le détail les plans de relocalisation. Et pour ce faire, on s'attache à la fois aux points d'arrivée, on est très ferme sur les points d'arrivée, mais aussi à la période de transition. Et comme le disait Nathalie tout à l'heure, on est conscient qu'il y a parfois un certain nombre d'éléments qui vont au-delà des questions de réglementation purement et simplement. Et donc on est sensible aussi à des plans de transition, des périodes de transition, pour peu qu'ils soient crédibles et qu'on reste dans des durées de transition raisonnables. Et tout en restant ferme, encore une fois, sur les points d'arrivée. Le deuxième aspect, c'est que naturellement, nous avons prêté une très grande attention à établir des liens extrêmement forts entre les différentes autorités. Donc, nous avons été en contact constant à la fois avec les autorités européennes, que ce soit la Commission, les agences européennes de supervision, au premier rang desquelles le BA, les autorités nationales, les autorités britanniques aussi. On a énormément de contacts avec les autorités britanniques, bilatéraux, sur tout un tas de sujets. Et parfois aussi, d'ailleurs, des autorités, il n'y a pas que les autorités britanniques, il y a aussi parfois les autorités des groupes d'appartenance. Et donc, on a aussi beaucoup de contacts avec les autorités américaines, suisses, japonaises, pour donner quelques exemples. Et ça, je crois que c'est aussi extrêmement important d'avoir ce type de relations et de contacts fréquents avec les autorités nationales. Le troisième et dernier point, c'est la création d'une structure d'échange de manière très similaire à ce qui était fait au niveau de l'ESMA, qui est une structure d'échange opérationnel dédiée au Brexit et avec lesquels on échange notamment donc, au niveau, non seulement au niveau du conseil de supervision, mais aussi au niveau technique avec les équipes des autorités nationales sur les principes, mais aussi sur les plans individuels. Donc, sachez
sachez que la plupart des plans individuels de relocalisation des établissements qui passent par la BCE ou lorsqu'ils ne sont pas en supervision directe, mais resteront en supervision indirecte, par les autorités nationales, sont regardés de manière collective. Et de mon point de vue, il faudra poursuivre après Brexit sur cette structure d'échange collégial, de façon à assurer aussi un minimum d'égalité de traitement dans la durée entre les différents établissements, qu'ils soient supervisés directement par la BCE ou qu'ils restent sous supervision nationale. Merci beaucoup. Je dirais que fermeté sur les principes, pragmatisme dans la mise en œuvre sont les mots d'ordre dans la gestion du dialogue avec les établissements. Alors peut-être une dernière question pour faire un tour d'horizon avant d'ouvrir une séance d'interaction avec nos panélistes et la salle. Le gouverneur, dans son discours introductif, soulignait la perspective d'une recomposition du paysage financier vers un réseau polycentrique. Donc je voulais vous poser la question, compte tenu de vos points d'observation et d'action privilégiés, comment voyez-vous se recomposer le paysage, le rôle de la place de Paris dans ce paysage? Est-ce que vous souscrivez à cette image qui pourrait se dessiner d'une évolution, d'une recomposition du paysage financier vers un réseau polycentrique? Qu'est-ce qui... Je peux peut-être commencer. Effectivement, je pense que dans un premier temps, le plus probable est effectivement que nous soyons en face d'un réseau polycentrique avec une coexistence de plusieurs places financières, en complément avec Londres, probablement, en tout cas dans une période de transition. Alors, comment les choses évolueront par la suite, c'est un peu plus compliqué évidemment à dire, et je n'ai pas de boule de cristal. Je crois que ça dépendra essentiellement des acteurs de marché, en premier lieu, et de la façon dont ils souhaiteront recomposer les activités, également de l'évolution des infrastructures de marché. Je crois que ça sera un point important dans l'évolution ultérieure des opérations à l'intérieur de la zone euro. Xavier? Paradoxalement, je peux commencer par ce qui pourrait ne pas changer, pour rassurer aussi un peu tout le monde, parce que c'est une question qu'on nous pose très souvent. Oui, l'externalisation, les délégations, ça va continuer à exister, et évidemment, on peut, notamment en gestion d'actifs, déléguer la gestion de portefeuille vers les États-Unis. On pourra continuer à déléguer la gestion de portefeuille vers l'Angleterre. Oui, on va mettre en œuvre avec l'ensemble des autorités européennes tous les accords de coopération permettant de continuer les délégations. Donc ça pourra ne pas changer dans le futur. Qu'est-ce qui pourrait changer? Je pense que sur la partie commercialisation, client-facing, le marché va se recomposer. C'est-à-dire qu'en effet, ça c'est quelque chose que l'on voit beaucoup. Le premier réflexe, la première action, c'est en effet de relocaliser les forces commerciales, parfois au plus proche des clients, parfois dans un hub en Europe continentale. Là, je pense qu'il va y avoir de la recomposition. Après, est-ce qu'on sera sur un modèle multipolaire avec des concentrations de compétences dans un pays ou dans un autre ou dans plusieurs pays? Là, la question un peu difficile. En tout cas, moi, je pense que la place de Paris est très bien positionnée par rapport à tout ça, parce que quand on regarde ce qui se passe dans les autres pays européens et ce qui se passe chez nous, on voit qu'on a quand même quelque chose d'assez unique, c'est que l'on a l'ensemble de la chaîne de valeur qui est présente à Paris, avec des leaders sur chacun des métiers, partant des métiers de custody, dépositaires qui sont très forts chez nous, jusqu'à la gestion d'actifs et les banques d'investissement. Donc on a vraiment du sell side au buy side, l'ensemble des acteurs qui sont présents à Paris, et avec des acteurs de premier plan sur l'ensemble de ces métiers. Ça, c'est vraiment unique aujourd'hui, je pense, dans le paysage européen.
Merci beaucoup. Bernard. Oui, un mot sur ce sujet, même si c'est un peu de la spéculation sur ce qui pourrait se passer. Le réflexe est effectivement de considérer que les relocalisations se sont faites, quoi qu'on en ait dit, un peu dans l'urgence et à minima. Donc le paysage qui en découle n'est probablement pas le reflet de ce que nous verrons progressivement se mettre en place sur les années qui viennent. Et il est possible qu'il y ait effectivement un certain nombre de places financières fortes en Europe continentale qui vont progressivement se spécialiser dans tel ou tel des métiers de la finance et constituer des écosystèmes qui deviendront de ce fait attractifs. Moi, c'est mon premier commentaire. Le deuxième, c'est peut-être pour ne pas oublier de dire que dans aucun des cas de figure, je n'imagine que la place de Londres pourrait être quantité négligeable ou morte. Elle continuera d'exister et nous continuerons de travailler avec elle. Et puis mon troisième commentaire, c'est que au fond, tout ce processus pour les places financières d'Europe continentale se sera révélé utile si dans 5 ans, dans 10 ans, parce que la gravité du centre de gravité de la planète financière va progressivement se déplacer. L'Europe est de moins en moins au centre du monde. Et par conséquent, la question est plutôt de savoir, lorsque des grands établissements financiers du monde aujourd'hui émergents décideront de s'installer en Europe, est-ce qu'ils considéreront les places financières européennes, sachant que si ça avait été hier, ils auraient choisi Londres sans hésiter. Nathalie. Je peux qu'adhérer à ce que vous dites. En fait, ce qu'on voit, c'est que la place de Londres a évidemment une part très substantielle d'activité qui est vraiment internationale, donc avec des clients en dehors de l'Europe. Et cette part-là, elle va rester à Londres, a priori. Enfin, la FCA, d'ailleurs, est assez... exerce sa vigilance pour s'assurer également qu'on ne transfère pas des clients qui ne devraient pas être transférés. Et évidemment, on a le souci de faire au mieux de l'intérêt de nos clients, donc d'être le moins disruptif possible. Donc, il y a un fort caractère international aujourd'hui à Londres. Il n'y a pas de raison que ça change demain. Donc, il restera des pools d'expertise extrêmement importants à Londres demain. Maintenant, je reviens à ce que je disais. HSBC a choisi Paris, l'ESMA est à Paris, l'EBA va être à Paris. Il va y avoir sans doute aussi une recomposition au sein de l'ESMA et l'AMF a un rôle absolument clé à jouer de ce point de vue-là également. Donc, pour rebondir sur ce que vous disiez, si on essaye de se projeter et sur ce dispositif probablement multipolaire, puisque évidemment, là encore, on essaye de suivre nos clients, et donc si des clients s'implantent beaucoup aux Pays-Bas parce que sont des centres de gestion de trésorerie importants ou parce qu'on y voit beaucoup d'infrastructures de marché aussi, il y aura un poids plus important, par exemple, des Pays-Bas. Mais je pense que ce qui est important pour nous, c'est que le marché européen et la régulation européenne demeurent évidemment, le premier critère, c'est la sécurité, donc la sécurité juridique, la clarté, tout ce qu'on a dit. Le deuxième point, je pense, qui est important, c'est le caractère international et ouvert. De ce point de vue-là, j'appelle votre attention sur l'accès aux infrastructures de marché par les établissements de pays tiers. Ça va être un sujet assez sensible. Est-ce que ça, c'est toujours possible ou pas? Et puis, il faut qu'ils soient aussi compétitifs. C'est-à-dire que les analyses de droit comparé, c'est utile. La convergence, c'est utile. Et là-dessus, on compte évidemment beaucoup sur nos autorités bien aimées. Message très clair passé. Je pense qu'un des éléments de réponse sur notamment l'accès aux infrastructures seront développés dans la deuxième table ronde. On a couvert un champ assez large des problématiques associées au degré de préparation
des différents acteurs du système financier dans les scénarios les moins favorables. Et donc l'absence d'accord, j'imagine, et j'espère que ça a suscité des questions, des réflexions auprès de vous tous qui avez assisté à cet échange. Donc maintenant, je voudrais vous inviter à intervenir, qui brise la glace et prêt à poser la première question. Monsieur, si vous voulez vous présenter, Bernard. Du Royaume-Uni, finalement, va être celle qui va attirer le plus. Vous savez que c'est un peu la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est Paris? Est-ce que c'est d'autres? Et peut-être donc une question pour la BCE qui voit les grands établissements, pour l'AMF qui peut discuter avec ses collègues. Quel est le gagnant, finalement, à la fin? Une première question facile. Oui, effectivement. Donc, à ce stade, nous, on ne voit pas de gagnant particulier. Et pour être très clair, nous sommes strictement neutres quant à là où les places qui reçoivent les opérations de relocalisation depuis Londres. Hein. Je pense que pour nous, ce qui importe, c'est la cohérence des pratiques de supervision, la convergence continue des réglementations, le single rule book, et on restera, et on sait bien qu'il y a une certaine concurrence entre places, mais il est important que cette concurrence ne se porte pas sur le terrain de la réglementation ou des pratiques de supervision. Et donc ça, on y restera extrêmement vigilant. Xavier. Je voudrais préciser un peu la question. Qui est le gagnant en termes de point d'entrée, c'est-à-dire choix du pays sur lequel on sera régulé, ou qui est le gagnant en termes d'emplois créés localement? Il y aura certainement ces deux questions-là à regarder de très près. C'est-à-dire qu'on peut avoir des établissements qui décident d'un choix d'implantation pour choisir leur régulateur, mais ensuite vont mettre les gestionnaires de portefeuille, les traders à un autre endroit. Ça aussi, c'est la recomposition qu'il va falloir regarder. Où seront les commerciaux, où seront les structureurs, le trading, et où sera le régulateur? En Europe, on a des passeports et il y a le choix de la localisation sur toute cette partie-là. Pour ajouter un commentaire une perspective de stabilité financière, enfin, je pense qu'il ne doit pas y avoir de gagnants ou de perdants. Un des mérites d'une organisation multipolaire, c'est justement d'être sans doute plus résistante au choc par rapport à l'organisation d'où nous venons, où je serais forcé quand même de constater que la domination très très forte de Londres, voire le monopole, par exemple, ou quasi-monopole dans le domaine des infrastructures, avait un certain nombre de mérites en termes d'efficacité et d'économie, mais du point de vue de la stabilité financière, n'est pas forcément l'organisation la plus solide. Et de ce point de vue-là, la recomposition qu'on voit quand même, et ce que je retiens de vos commentaires vers justement une distribution, une sorte de spécialisation au moins partielle de certaines places, avec de grandes places généralistes et des places plus spécialisées, est une structure qui, a priori, est plus résistante au choc. Donc collectivement, nous devrions tous... c'est certainement un objectif que l'on peut poursuivre du point de vue de la stabilité financière. Merci pour votre question. Madame ? Adia Garouri, Alliance Global Investor. Moi, j'ai 3 questions. Déjà, sur le sujet des coquilles vides, j'aimerais savoir un peu votre vue sur l'état de préparation des banques
à ce sujet. Est-ce qu'on va leur laisser une période de transition pour se préparer? Ma deuxième question, c'est au sujet la question des infrastructures. On a entendu votre appel et l'importance du sujet de la compensation. Mais il semble qu'à ce stade, l'Union européenne ait une position assez ferme, au contraire du UK qui a une position assez souple. Et moi, j'ai rencontré des banques pour lesquelles c'est le sujet le plus flou. On leur a donné aucune instruction. Pour l'instant, le seul plan qu'elles ont, c'est faire appel à des banques de manière contractuelle, notamment des banques US. Donc j'aimerais un peu qu'on ait plus de clarté là-dessus. Et la troisième question, c'est au sujet de la consolidation et du Brexit. Est-ce que finalement la recomposition de l'Union européenne et peut-être, comme l'a dit le gouverneur, une union bancaire plus intégrée va aider à aller aux consolidations transfrontalières? J'entends par là pas seulement les flux de capitaux ou de dépôts, mais également le problème des produits d'investissement, de la législation qui est différente d'un pays à l'autre et qui apparemment semble être un frein à la consolidation cross-border des banques. Merci beaucoup pour ces 3 questions. Alors, sur les coquilles vides, oui, donc votre question porte sur la période de transition, si j'ai bien compris. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'on est prêt, les superviseurs bancaires sont prêts à examiner des périodes de transition naturellement. Et en pratique, c'est ce qu'on voit assez souvent. Je crois qu'il y a plusieurs éléments dans la discussion des périodes de transition. Il y a à la fois la question de la relocalisation des opérations elles-mêmes, hein, ça c'est le premier point, et donc des transferts d'opérations en tant que tels, et donc ce que ça suppose en termes de droit des contrats, etc. Donc il y a tout un tas de questions derrière ça. Il y a le deuxième point, c'est celui de la relocalisation des équipes de vente. Et bon, ça, je crois que c'est très clair avec la perte du passeport. Hein. Je pense que c'est une nécessité. Et le troisième point, c'est la relocalisation des équipes de trading et de gestion des risques, au moins en partie. Et ça fait partie des attentes de la BCE et des mécanismes de supervision unique, hein, de façon à assurer la capacité de gestion opérationnelle effective en toute situation des opérations qui sont enregistrées et traitées en Europe. Et puis, il y a la question d'accès aux infrastructures de marché, de systèmes d'information, etc. Étant entendu naturellement que notre objectif n'est pas de mettre fin à la sous-traitance. Hein. Je crois que ce serait totalement illusoire et contre-productif. Hein. Donc, notre objectif, c'est de nous assurer qu'en tout état de cause, nous disposerons d'entités qui auront assez de substance, y compris en termes humains et en termes de système, pour gérer les opérations quoi qu'il arrive. Et donc, dans ce cadre-là, nous regardons dans le détail avec les établissements, un plan par plan, les périodes de transition et les points d'arrivée pour nous assurer qu'ils sont conformes à nos attentes. Merci. Sur les 2 autres volets, sur les consolidations transfrontalières, enfin, si je peux contribuer, élément de réponse, parmi les obstacles aux consolidations, on peut raisonnablement argumenter qu'il y a un certain nombre d'obstacles réglementaires et de supervision, et donc militer pour une convergence beaucoup plus forte là où elle n'a pas encore eu lieu. Après, la question, est-ce que ça suffit pour déclencher et motiver des opérations de consolidation qu'on peut souhaiter par ailleurs. Et
responsables de la banque sont régulièrement exprimés sur le sujet, et aussi ceux de la BCE. Maintenant, il y a toute une série d'autres considérations qui rentrent en ligne de compte, qui sont des facteurs qui doivent aussi pousser ou peuvent pousser à des consolidations. Donc, il ne faut pas non plus surestimer, même si c'est un facteur important, l'importance des facteurs réglementaires, même s'il est désirable, souhaitable qu'il y ait une plus forte convergence. Et c'est une des dimensions de l'achèvement de l'union bancaire, notamment. Madame ? Excusez-moi, il y avait la question des infrastructures. Oui, alors sur les infrastructures, alors c'est sur les conditions d'accès, ce point-là, on peut peut-être la conserver, et je la renverrai volontiers vers les panélistes de la deuxième table ronde, d'autant que je vois que Emmanuel Assourn, qui est un grand spécialiste du sujet, pourra y répondre bien plus précisément, mais on ne la perd pas de vue. Oui, donc j'avais une question, vous m'entendez? Oui. Louise Laidy, le groupe BPCE. J'étais intéressée par le critère de proportionnalité et je voulais vous interroger sur une question qui est relative à la banque de détail. Il y a certains établissements français qui ont un tout petit volet d'activité de banque de détail au Royaume-Uni, très marginal. Donc j'ai vu par exemple que la CPR et la PCE étaient intervenus pour qu'on envoie des courriers aux clients dont les contrats pourraient être impactés d'ici la fin 2018. Et la cible, c'était des détenteurs de contrats d'assurance vie. Ça, je comprends assez bien, c'est un produit assez français. Il y a des Français qui se délocalisent au Royaume-Uni et qui ont un contrat d'assurance vie. Mais si on lit l'opinion de la BE de juin dernier, on comprend qu'il faudrait envoyer, d'ici la fin de l'année, des courriers à toutes les Madame Michu du Royaume-Uni sur le thème on ne sait pas très bien qu'est-ce qui va se passer, on vous envoie un courrier, etc. Et au fond, c'est parfois difficile d'analyser le sujet parce que sur des tout petits volumes d'activité, quand vous vous intéressez au droit anglais pour savoir quelle est la réponse, ça coûte très cher. Notamment, il faut solliciter un avocat anglais. Et je voulais savoir, au fond, si dans cet exercice, vous appliquiez un critère de proportionnalité où vous disiez « Ah non, l'essentiel, c'est le consommateur ». Voilà, c'était ma question. Oui, alors je pense que c'est une question qui me paraît devoir être avant tout posée aux autorités britanniques, à vrai dire. Puisqu'on comprend que les autorités britanniques, dans l'application du critère de proportionnalité, notamment en matière de détention de dépôts d'origine britannique dans les livres des succursales établies, d'établissements tiers établis à Londres, et tiers pour les Anglais, établis à Londres. On comprend que l'application du critère de proportionnalité par les autorités britanniques est assez stricte, de facto. Il y a assez peu d'appétit à conserver notamment des succursales, demain de pays tiers, qui sont des succursales de groupes européens aujourd'hui, mais qui seraient demain de pays tiers post-Brexit. Il y a assez peu d'appétit à conserver un régime juridique de succursales dès lors qu'on aurait des volumes jugés importants de dépôts de clientèle de détail britannique et le critère de jugement sur le caractère important ou pas des dépôts et le seuil est de facto extrêmement bas. Et donc ce qui conduit à un certain nombre d'établissements qui souhaiteraient conserver ce type d'activité, soit à envisager la création de filiales à la place de succursales aux États-Unis, soit de facto à abandonner ce type d'activité lorsqu'elles sont absolument marginales dans les business plans pour les opérations au UK. Oui, merci. Je comprends. C'est en effet l'activité dite de deposit taking. Alors je comprends le cas d'une succursale établie au Royaume-Uni, je comprends tout à fait, mais le cas d'un tout petit volet d'activité en cross-border rendu depuis la France, ça me paraît moindre. Comme ça. Oui, effectivement, mais il est vrai que cette question d'activité en cross-border se pose juridiquement. Et je crois que absolument, sur le plan juridique, vous avez raison. C'est un point. Mais donc, il faut voir plutôt avec les autorités anglaises. Merci. Monsieur.
Bonjour, Bertrand Lavessière. Je suis consultant chez ZEB à Londres depuis un certain temps déjà. On a beaucoup parlé en cas de no deal, on a parlé de période de transition, mais on n'a pas parlé au cas où si tout marcherait, qu'il y avait vraiment un deal. Ce qui est écrit dans le texte, c'est qu'on va tendre vers un régime d'équivalence. Donc, comment vous voyez ça fonctionner? Et en particulier, si nos amis grands-bretons avaient la tendance de se créer des niches particulières, comment ça va gérer dans le temps? Qui est-ce qui veut parler des... Oui, sur les régimes d'équivalence, c'est un peu tôt pour porter un jugement sur ce qui pourrait faire partie d'un accord. Je crois que dans l'accord de retrait tel qu'il est négocié, il y a une référence à ces régimes d'équivalence. Le point que je peux souligner, c'est qu'il y a des leçons à tirer du fonctionnement des régimes d'équivalence jusqu'à présent. Donc, de ce point de vue-là, même si ça reste le point d'appui, j'imagine pas vraiment qu'on continue sur le mode de fonctionnement qui était celui que l'on a vu mis en œuvre avec une évaluation des effets à un moment donné, sans rentrer plus dans le détail et se préoccuper de la continuité de cette équivalence dans le temps. Mais au-delà de cette observation, donc, je pense qu'il y a effectivement, ça a l'air d'être un axe de la coopération à venir entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, mais les modalités restent à préciser. Je me tourne vers... Je suis totalement d'accord, Denis. Je pense qu'on est aujourd'hui vraiment au tout début de cette discussion, je crois. Hein. Donc, je pense que ce sera une discussion entre régulateurs dans un premier temps. Hein. Et donc, d'un point de vue de superviseur, notamment, c'est extrêmement compliqué de dire aujourd'hui ce qu'il en sera, hein, et quelles seront les modalités qui seront effectivement discutées. Et je voudrais souligner par ailleurs qu'au-delà des questions d'équivalence, hein, qui sont des discussions assez largement juridiques, hein, et de capacité d'offrir des services de part et d'autre de la Manche, nous resterons attachés pour les opérations qui seront traitées sur le continent européen, encore une fois, à éviter les coquilles vides. Et donc, indépendamment des questions d'équivalence, je pense qu'il y aura aussi des questions de gestion opérationnelle qui demeureront à tout le moins pour les transactions gérées sur le continent européen. Oui, je voulais souligner que les régimes d'équivalence n'existent pas sur l'ensemble des activités financières. Donc il y a en effet sur les activités MIF des régimes d'équivalence qui sont prévus, mais sur la partie gestion d'actifs, par exemple, il n'y a pas de régime d'équivalence qui est prévu par les textes européens. Donc attention, même si les régimes d'équivalence vont être discutés, vus, de toute façon, en cas de Brexit, sur un certain nombre d'activités, il faudra faire sans régime d'équivalence. Ces régimes ne sont pas prévus aujourd'hui dans beaucoup de directives européennes. Bernard. Je partage ce qui vient d'être dit sur les régimes d'équivalence. Hein, tout reste à écrire. Mais j'ajoute, pour que ce soit complètement clair, que quand on parle de régime d'équivalence, on ne parle pas de retour au passeport. Oui, Nathalie. On parle équivalence, mais il y a équivalence et équivalence. Il y a l'équivalence dans un sens de pouvoir accéder au marché unique. Et puis, il y a l'équivalence également prudentielle ou émir, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des opérations intragroupes, notamment la possibilité que ce soit en termes grand risque ou que ce soit en termes d'exemption sur les marges initiales, par exemple, pour les dérivés. Et de ce point de vue-là, il faut quand même aussi essayer de faciliter les relations intragroupes. C'est-à-dire que si on veut éviter une complète fragmentation et
on veut garder une Europe un peu ouverte sur l'implantation des groupes internationaux en Europe, ça serait bien que les autorités européennes considèrent ces aspects d'équivalence avec un angle un peu bienveillant. Merci. Monsieur ? À ma gauche. Merci, Claude Varnet, ancien fonctionnaire à la direction du Trésor. On a bien noté la grande neutralité de la BCE vis-à-vis des géographies vers lesquelles se relocaliseront ou se relocaliseraient les établissements. Est-ce que, sur la base de vos observations depuis 2 ans, vous avez l'impression que l'accélération du changement climatique pousse à une forte éclosion des coquilles vides du côté de l'Irlande, de Dublin? Je pense qu'on a un certain nombre de géographies en Europe pour lesquelles on voit effectivement des opérations qui étaient auparavant localisées à Londres qui peuvent se relocaliser. Donc l'Irlande est l'une de ces géographies. Je n'ai pas le sentiment que ce soit des coquilles vides. Pour les raisons que j'indiquais auparavant, c'est que l'Irlande est une autorité de supervision qui est dans le mécanisme de supervision unique et donc nous discutons énormément, nous échangeons et nous avons des contacts extrêmement fréquents avec les autorités irlandaises également et je n'ai pas le sentiment qu'elles souhaitent s'éloigner des principes communs que nous avons érigés en matière de refus des coquilles vides, sans rentrer plus avant dans le détail. Merci. Peut-être une dernière question ou 2 dernières questions, monsieur. Oui, bonjour, Bertrand Lucini de la Fédération bancaire française. Je reviendrai sur le point de Nathalie, sur la question de la fragmentation et du point du gouverneur en introduction, de son souhait de voir en Europe ce système polycentrique. La question est la suivante. Compte tenu de l'état embryonnaire de l'Union des marchés de capitaux actuelle et de la non-reconnaissance, et ça a été flagrant lors des dernières discussions au Conseil de la plupart des États membres, de la non-reconnaissance des avancées concrètes de l'union bancaire, afin de reconnaître les bénéfices de cette union bancaire en termes de juridiction unique, ne considérez-vous pas finalement qu'au-delà de la question à très court terme de savoir si Paris gagnera plus que Francfort, gagnera plus que Milan, il n'y a pas un risque majeur européen pour que finalement l'Europe perde d'ici à moyen terme la capacité de redevenir ou de devenir un centre financier, compte tenu non seulement donc de cette absence de capacité de faire fluidifier la liquidité et le capital, et d'autre part éventuellement de la perte de coûts opérationnels, de fait cette fragmentation européenne, de ce polycentrisme qui n'existait pas dès lors que Londres était un centre unique. Et donc n'y a-t-il pas urgence, je dirais, à régler ces sujets d'absence de fragmentation et s'assurer que les acteurs européens puissent perdurer dans cette union des marchés de capitaux? Je peux commencer peut-être par souligner que polycentrisme ne veut pas dire fragmentation. C'est un principe, et notamment en termes de liquidité. La sous-conversation concerne les infrastructures et je voudrais simplement observer que les forces du marché ont poussé à des économies d'échelle jusqu'à la limite et jusqu'au monopole en pratique. Donc le gouverneur soulignait cette question du monopole privé. Donc le fait qu'on évolue vers une organisation où il y a un minimum de concurrence, y compris dans les services de compensation,
a aussi des avantages, et je dirais l'avantage social ou collectif d'une meilleure stabilité sont à prendre en ligne de compte. Et tout ça pour dire que ça n'est pas forcément une régression ou un manque de compétitivité à venir du système financier européen. Après, il est clair que il est important de continuer à progresser en matière d'intégration financière. Il y a différents chantiers qui ont été clairement identifiés de ce point de vue-là. L'union bancaire, l'union des marchés de capitaux, parce que la discussion est en cours. Les enjeux sont évidemment importants, et je ne vois pas pour quelle raison, si les progrès sont effectivement enregistrés, le système financier de l'euro ne serait pas compétitif, attractif et plus performant post-Brexit. Personne n'a souhaité cette situation qui ne l'était donc avant le Brexit. Oui, je souscris totalement à ce que vient de dire Denis, notamment sur le fait que le polycentrisme ne veut pas dire fragmentation. Je crois que c'est vraiment important de faire une distinction entre les deux aspects. Par ailleurs, sur le reste de la question, je pense qu'il faut faire aussi une distinction avec le Brexit. Enfin, cette question d'approfondissement de l'union bancaire se serait posée avec ou sans Brexit, dans tous les cas. Et donc, je crois que ce sont deux questions qui sont d'ordre un peu différent en réalité. Et donc, la BCE a l'occasion de rappeler très régulièrement son attachement à l'approfondissement de l'union bancaire, à l'approfondissement de la libre circulation, de la liquidité des capitaux en Europe. Et on sait qu'aujourd'hui, nous sommes parfois confrontés à des législations nationales qui nous empêchent d'aller au bout de cette logique. Et chacun sait que les discussions ont lieu aujourd'hui, elles sont difficiles, elles sont liées à l'approfondissement de l'union bancaire et à des sujets beaucoup plus importants qui sont le dérisking, comme on dit dans les discussions à Bruxelles, et qui sont liés à l'approfondissement du deuxième pilier, qui est le mécanisme de résolution unique dont parlait le gouverneur en introduction, et puis du troisième pilier, qui est la garantie unique, des mécanismes de garantie unique des dépôts et de mutualisation, et qui sont liés eux-mêmes à ces discussions autour du dérisking. Donc je crois qu'aujourd'hui les discussions ont lieu. On sait qu'elles sont compliquées, mais je crois qu'on peut rester optimiste. Les choses avancent. Je pense que c'est important qu'on continue tous de pousser vers la voie de l'approfondissement. Merci. Une dernière question sur ma gauche, monsieur. Merci, Jean-Guillaume de Tocqueville, avocat. On a parlé beaucoup de délégations qui vont, comme le disait M. Parrin, continuer à exister. Et la question essentielle sur ces mécanismes de délégation, c'est la question de la substance de l'entité délégante. C'est une question que se posent notamment beaucoup d'établissements britanniques. Et à ma connaissance, il n'y a pas notamment de réglementation nationale précise dans les pays sur ces sujets-là. Monsieur Parrin, vous avez parlé d'un comité au niveau de l'ESMA qui va se pencher sur ces sujets, c'est une très bonne nouvelle, mais ça reste du soft law. Est-ce qu'il y a des perspectives de règles juridiques harmonisées à terme sur ces sujets? Alors, en effet, il y a des règles de plus en plus précises que l'on essaye d'appliquer en soft law au travers des différents dossiers d'agrément qui sont vus par chacun des pays. On va de plus en plus dans le détail de ce qu'on demande en termes de substance pour pouvoir bien externaliser ou déléguer telle ou telle activité. Pour vous prendre des exemples très concrets, en effet, on parlait au départ du nombre de personnes. Maintenant, on parle du nombre de personnes sur telle ou telle activité qui doivent être présentes pour pouvoir bien déléguer. Après, on va un peu plus loin pour dire attention, ces personnes, elles sont présentes à plein temps ou pas.
Parce que dire j'ai besoin de 3 personnes mais présentes à 20% de leur temps, c'est pas la même substance que 3 personnes présentes à temps plein. Donc oui, on essaye aujourd'hui de se mettre d'accord entre régulateurs européens sur des cas concrets. Et pour moi, le temps ensuite de l'externalisation, il viendra peut-être, de l'écriture de la guidance, viendra peut-être après. Il y a déjà eu des opinions de l'ESMA qui ont été publiées il y a quelques mois. Je pense qu'aujourd'hui, les cas concrets nous permettent d'aller encore plus loin dans ce qu'on attend vraiment des acteurs. En tout cas, on attend vraiment des acteurs des moyens solides en termes de contrôle des risques, par exemple, en termes de dirigeants effectifs présents localement pour pouvoir bien déléguer. C'est bien ça ce qu'on appelle une coquille qui n'est pas vide. Il y a vraiment des personnes sur place qui maîtrisent la complexité des activités qui vont être déléguées et qui sont capables, avec plusieurs regards, niveau 1 et niveau 2, de pouvoir bien encadrer ce qui va être délégué ensuite à un pays tiers. Donc est-ce que ça se transformera à un moment donné en règles dures? En tout cas, ce qui m'importe, c'est que ces règles soient appliquées sur les cas concrets de relocalisation dès aujourd'hui. Merci beaucoup. Je crois qu'il faut qu'on arrête cet échange maintenant. Donc, je voudrais remercier nos panélistes pour un débat très riche, très large sur le degré de préparation des acteurs et les attentes des superviseurs. Peut-être demander de les applaudir en les remerciant très chaleureusement.